Bonjour, bienvenue. On espère que derrière cette caméra, vous êtes très nombreux à venir écouter Monsieur Courgeon, qui nous a fait l'honneur de venir participer, enfin pas participer, mais de venir parler de son œuvre, ses riches albums. Alors, juste quelques lignes pour vous raconter un peu l'origine de ces rencontres. Donc, à la BU Éducation Croix-Rousse, ça fait quand même quelques années déjà que nous organisons la présence d'un auteur jeunesse. Donc, nous avons eu Sarah, Gilles Bachelet, Olivier Douzou, Christian Bruel et plusieurs autres auteurs auxquels nous tenions. On considérait que vraiment leur œuvre était très importante. Rémi Courgeon, aujourd'hui. Alors, Rémi Courgeon, qui a fait l'école Étienne, qui a aussi travaillé dans la publicité, la peinture, qui a beaucoup voyagé et qui a fait des reportages dessinés pour des ONG. Rémi Courgeon, donc auteur-illustrateur, peintre, citoyen engagé, est une figure essentielle dans l'univers de la littérature de jeunesse. Pour tous les gens qui travaillent, les collègues qui travaillent dans les BM, entre autres, je pense que vous n'avez pas pu rater les albums de Rémi Courgeon. Et c'est vraiment une grande figure de la littérature de jeunesse. Ensuite, ce qu'on ne savait pas et ce qu'on vient de découvrir avec cette rencontre, c'est qu'il est aussi peintre et ses travaux ont fait l'objet de plusieurs expositions en France et à l'étranger. Donc il a publié des albums, comme vous le comprenez, des romans, également des bandes dessinées qui sont peut-être moins connues. Il a reçu de nombreux prix. Ses récits nous racontent l'enfance, l'amitié, l'exclusion, la solidarité, la différence, le racisme, le handicap, l'égalité, la préservation de la nature. Monsieur Courgeon nous rappelle, en somme, notre humanité. Voilà, je laisse la parole à Monsieur Courgeon. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Bonjour à tous. C'est un peu particulier d'être là, loin de vous, avec ce fond vert, comme si j'allais présenter la météo. Je ne présenterai pas la météo, mais voilà. Donc, j'étais invité ici, à Lyon, pour parler de mon travail. Et donc, je vais répondre à toutes ces questions que vous allez me poser, vous tous peut-être, je ne sais pas. Voilà. Derrière moi, je veux dire, défilent des images. Ces images sont les dessins originaux d'un album qui s'appelle Ta peau contre la mienne, qui est sorti en octobre dernier chez Milan et qui est un western. Le personnage que vous voyez aussi, vous avez peut-être été un peu étonné de vous apercevoir qu'il y avait un guitariste muet, dont vous n'entendez malheureusement pas la musique. Voilà, mon ami Goulvin Hamel, qui, curieusement, a écrit des morceaux de musique au moment où j'illustrais cet album, Ta peau contre la mienne. Voilà pourquoi il est présent, il sera présent régulièrement. Et je pense qu'à la fin de l'entrevue, vous aurez envie un peu d'en savoir plus sur Goulvin Hamel. Je vous invite à aller l'écouter. Vous trouverez sûrement des liens pour aller l'écouter. Voilà. Je vais répondre en attendant aux questions que vous allez me poser. Donc l'égalité filles-garçons depuis quelques années est vraiment comme une question incontournable. Et dans votre œuvre, c'est vraiment une question qui apparaît dans presque dans tous vos albums. La question que je me posais, que je voulais vous poser, c'est
est-ce que cette question, je me répète, désolée, a toujours été présente dans votre parcours d'humain, votre parcours ou des rencontres avec des gens voilà, je voulais en savoir un peu plus sur pourquoi tant de filles, surtout d'ailleurs, dans vos albums, et des filles bien engagées, elles aussi. Pourquoi autant de filles dans mes albums? Alors les choses, au début, ce n'était pas spécialement un acte militant. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je préférais, ça m'amusait beaucoup plus de parler à la première personne comme si j'étais une fille que comme si j'étais un garçon. En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'endosser des personnages que je ne suis pas. Plus ils sont éloignés de moi et plus c'est intéressant. Raconter, parfois dans les classes, les enfants me disent « Est-ce que vous racontez parfois votre propre vie ?» Je dis « Mon pauvre ami, ma vie n'a aucun intérêt. Quoi. Vraiment, je suis un bonhomme comme tous, comme le lambda. Je ne suis pas un aventurier, je ne suis pas un fou, je ne suis pas un cinglé passionné. Je suis juste un auteur d'albums. Voilà. Mais le grand luxe pour un auteur, c'est d'être à la fois tous ces personnages. Et franchement, ça m'a beaucoup plus intéressé d'endosser le personnage d'une petite fille. Puis je me suis aperçu aussi que c'est inconsciemment, au fond de moi, finalement, toutes les femmes qui m'ont influencé dans ma vie, c'est-à-dire ma grande sœur, ma mère, les maîtresses que j'avais à l'école, ont compté beaucoup, probablement ont laissé une marque très très forte et aussi probablement une forme d'admiration pour les femmes. Et puis peut-être aussi parce que j'ai eu un père qui était assez peu présent dans ma petite enfance. Il travaillait à Air France, il était tout le temps parti à l'autre bout du monde. Et mon petit univers du début de ma petite vie, c'était ma grande sœur, ma mère et mes maîtresses à l'école. Voilà. Et puis après, j'ai fait un premier livre avec une fille, puis un deuxième, puis un troisième. Et puis aussi, j'ai une fille. Et ma fille compte beaucoup dans mon travail. Et il y a beaucoup d'elle à travers ses héroïnes. Et puis c'est devenu presque une saga. On peut parler de ce livre-là? Tiens, toi à droite. Je vais lire ça après. Alors, vous avez des questions particulières sur ce livre? Moi, je voulais, je peux en parler, j'étais très, comment dire, la présentation même du livre, je trouve qu'elle est vraiment, c'est exceptionnel. La typographie, ce que, en fait, la page de couverture dit de ce qu'on peut attendre de ce livre, c'est quand même, je trouve, que l'objet livre lui-même commence déjà à raconter, tout simplement. Alors là, j'imagine que sur vos écrans, vous voyez la couverture inversée, n'est-ce pas? Et vous vous rendez compte qu'on est sur fond vert, puisque les zones vertes de la couverture laissent la transparence à l'image qu'il y a derrière moi, à travers moi. Donc c'est assez, voilà, c'est comme si j'étais transpercé par des rayons laser. Mais bon, voilà, faites pas trop attention à ça. Voilà. Tiens-toi droite, c'est un livre qui est né de quelque chose d'un peu particulier, c'est que j'ai fait beaucoup de reportages dessinés pour des ONG. Je suis allé en Haïti, je suis allé au bidonville de Nairobi, de Kibera, Nairobi, et puis je suis allé aussi en Éthiopie. Tout ça pour Médecins sans frontières, Médecins du monde, etc. Et à chaque fois que je rentrais, mes copains me disaient « Mais pourquoi tu fais jamais un livre sur cette partie de ton travail, sur tes voyages ?» Et à chaque fois, ça coinçait. C'est-à-dire, je ne pouvais pas passer de la réalité très puissante et très forte et très émouvante que j'avais rencontrée là-bas, et des vraies histoires de vrais gens qui vivent souvent des enfers. Et je n'arrivais pas à passer à la fiction. Et ça a mis des années avant que je trouve un biais. Et ce biais, c'était de raconter à la première personne. C'est raconté par une femme qui vit en Afrique de l'Ouest, au Bénin, et qui raconte toute sa vie à travers tout ce qu'elle a porté sur sa tête depuis qu'elle est toute petite. Et plus elle grandit,
plus ce qu'elle porte est lourd. Voilà. Et là, j'ai réussi très rapidement à trouver une manière de raconter cette histoire-là et de faire un hommage à toutes ces femmes tellement courageuses qui m'ont vraiment impressionné. Voilà. Donc c'est de là qu'est né cet album. Je vais peut-être montrer quelques images aussi. Puis, donc quand je vous parlais, c'est ce que j'appelle... ah tiens. Oui. La transparence a disparu. Je regarde des petits détails, bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais... la conception même du livre, donc en tant qu'objet, comme je vous le disais au départ, à chaque fois, ça nous permet vraiment d'entrer dans le récit. Et Rémi Courgeon, vous fonctionnez beaucoup, je trouve, par inventaire. Dans cet album-là particulièrement, pas oui, toujours. Dans les textes. Dans celui-là, oui. 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 Et c'est un bonheur, en fait, de lecture, puisque ça frôle un peu la poésie, je trouve, hein, pour certains. Alors, justement, je vais peut-être vous lire cette page-là, qui concerne... Alors, en effet... L'idée de ce livre, c'est pour ça que le format est vertical et très vite s'est imposé avec l'éditrice de faire un livre haut. C'était une évidence, puisqu'en fait tout se passait, c'est la pesanteur en fait qui guide cette histoire et ce récit. Et donc, ce que la petite fille porte sur la tête depuis qu'elle est toute petite va devenir de plus en plus lourd et forcément ça appelle une énumération. Un inventaire. C'est vrai que quand on croise des femmes en Afrique, et parfois aussi en Asie, mais surtout en Afrique, on s'aperçoit qu'elles peuvent avoir des choses incroyables sur la tête. Et on est parfois très très surpris de voir tout ce qu'elles portent sur la tête. Donc je vais vous lire cette page. Dans ma vie, j'ai porté sur la tête des calebasses, des seaux, des jerrycans, du maïs, des chagrins, du fioul, une cage avec de lapins, une cocotte minute, un secret dur à garder, une jambe artificielle, un gros poste de radio rempli de chansons, des bidons, des cuvettes, des fagots, une petite jalousie pointue, du manioc, du mil, de la bière, du riz, la moitié d'un agneau, du café, des haricots, des bananes, une table à repasser, des déceptions. Une boîte à outils, un sac de clous, des rêves, des espoirs, des amours cachés, du carton, des savons, des épices, du shampoing, des savates. Tout ça en serrant les dents vers le haut, comme on m'a appris à le faire. Alors, ma technique, c'est que j'écris les albums avant de les illustrer. C'est-à-dire que l'image arrive après, et je travaille beaucoup sur la complémentarité texte-image. Quand j'ai eu sous les yeux cette énumération, donc là j'ai mis ma casquette d'illustrateur, il fallait que je mette ça en image, j'ai ramé. Je ne trouvais pas l'image parce que il y avait tellement, le texte était tellement descriptif qu'il fallait que je trouve un biais pour faire en sorte que l'image le complète sans qu'il y ait de redondance. Et là, à un moment, au fil du crayon, est arrivée l'image où tous les fardeaux sont coupés, on ne les voit pas. C'est-à-dire que tout ce qui est hors cadre est dans le texte. Voilà, donc c'est ça qui est que j'aime avec l'album, et c'est pour ça que j'aime faire des albums et pas forcément des BD, ou moins faire des romans, c'est que justement l'album permet de faire se côtoyer étroitement les textes et les images. Et alors, il y a aussi, on va rester, parce que c'est vraiment j'adore cet album, mais pas que celui-là, je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'humour, en fait, malgré tout ce qui se raconte de pas très drôle. Il y a vraiment de l'humour. Alors, je vais vous... oui, vas-y. Vous voulez que je lise ça? Non, mais peut-être... Oui, l'humour, c'est... Après, à un certain moment, j'ai eu des discussions avec certains auteurs, certaines autrices qui regrettaient qu'il y ait des choses drôles ou des ruptures dans mes albums. Moi, c'est vraiment une volonté. C'est-à-dire que je peux faire un album très triste et bam,
un petit éclat de rire ou une petite chose qu'on n'attend pas. Ou à l'inverse, être plutôt dans un registre comique et tout à coup, bing, il y a quelque chose qui vous prend aux tripes. Ça, c'est vraiment une volonté, c'est quelque chose que probablement j'ai cultivé d'année en année, au fur et à mesure des albums, parce que j'essaie de faire en sorte que les albums ressemblent à la vie. Or, la vie, c'est jamais tout triste. Je me suis aperçu, par exemple, qu'en faisant ces voyages qui étaient extrêmement poignants, au pays de Gond, par exemple, ou en Haïti, où vraiment les gens vivaient dans des enfers sur la terre, eh bien, ils ne rataient jamais une occasion de se marrer. Voilà. Il fallait qu'ils rient. D'une petite chose, d'un petit détail, d'une blague idiote, mais le rire, il éclate toujours. Et même dans les pires situations, il y a toujours quelqu'un pour sortir un truc énorme qui fait rire les autres. Donc et ça représente aussi, pour moi, le rire, c'est aussi une forme de dignité. Savoir rire, c'est aussi se moquer de soi-même, se moquer de notre propre humanité crasse, un peu médiocre. Le rire, il nous permet de sortir, de nous échapper de notre médiocrité. Et j'y crois beaucoup. Enfin, je pense que le rire et la poésie sont les fruits du même arbre. Oui, alors quand tu parles d'humour, par exemple ça, alors la petite Oja qui commence à grandir. Alors chez notre voisine Fifamé, donc là la petite Adjoa, elle est gamine. Chez notre voisine Fifamé, il y avait un pèse-personne. Toute mon enfance, les filles du village y ont joué à combien tu portes. Le jeu consistait à deviner le poids de notre fardeau. On se pesait avant et après. Celle qui gagnait, on lui faisait une nouvelle coiffure. Celle qui était le plus loin de la vérité, elle était de Corvédo. À force d'y jouer, je suis devenu imbattable, à 10 grammes près, toujours bien coiffé. Là, c'est une pure invention. C'est pas quelque chose que j'ai rencontré ni en Haïti, ni au Kenya, ni en Éthiopie. Mais j'ai imaginé à quoi pouvaient jouer ces petites filles quand elles apprenaient à porter des choses très lourdes sur la tête. Et alors, ce qui m'a fait très plaisir avec cet album, c'est quand je suis allé à Mayotte et que rencontrer des classes à Mayotte, de petites Françaises de Mayotte, et quand je leur demandais, elles avaient préparé avec leurs professeurs, elles avaient lu 3, 4 albums, et quand je demandais lequel elles préféraient, elles m'ont toutes dit, non pas tiens-toi droite, mais elles m'ont toutes dit Adjoa. Adjoa, c'est donc elles se sont totalement projetées dans ce personnage d'Adjoa. Et ça, c'était assez touchant. Alors, on va rester sur les personnages de filles. Brindille, donc je vais commencer par vous le montrer aussi de la même façon. La première de couverture et là. Donc c'est pareil, vous l'avez en miroir, oui. Bien sûr, évidemment. Oui, oui. Et puis, mais comme il est aussi en miroir derrière, vous pouvez le lire. C'est un hasard. Voilà. C'est une brindille. Et puis donc, lorsqu'il y a les deux, voilà, la typographie qui s'étale de chaque côté. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur la couverture? Eh bien, une petite fille, peut-être ou peut-être pas. On se dit c'est une petite fille parce qu'elle fait en l'air une petite queue de cheval. Mais ceci dit, elle n'est pas dans une tenue habituelle de petite fille bien coiffée. Voilà. Donc déjà, quand on a ce livre en main, enfin vous m'arrêterez hein, si. C'est vrai, quand on a ce livre en main, tout n'est pas dit dans cette page. Et enfin, ça attise la curiosité. Et on commence déjà à se faire tout un cinéma, ce que Umberto Eco appelle l'horizon d'attente par un détail, une phrase. On commence déjà à imaginer ce que va être l'histoire et ça c'est très intéressant. Par rapport à ça, je vais prendre le relais. Ouais,
Justement, sur ce côté un peu, entre guillemets, un petit peu mystérieux, un jour, alors que je travaillais sur une couverture, un éditeur qui s'appelle Jacques Binstock m'a dit une chose. Alors, je venais de trouver la couverture. J'en avais fait une version, une deuxième, une troisième, une quatrième. Puis je lui dis, tiens, regarde Jacques, je pense avoir trouvé la solution. Et il me sort un mot. Il me dit, c'est bien, c'est intriguant. Et depuis, c'est vrai que ce mot intriguant est le mot qui me guide pour faire des couvertures. Il faut cacher des choses. Il faut qu'on voit une partie des choses, mais qu'on ne comprenne pas toute l'histoire. Il n'y a rien de pire quand il m'arrive de faire des couvertures pour des romans ou pour des sur commande. Il n'y a rien de pire que les directeurs artistiques ou les directrices artistiques qui vous poussent à raconter toute l'histoire en une image. En couverture. C'est pas mon truc. J'aime pas trop ça. Je reviens toujours à ce que m'avait dit Jacques Binstock. Ça doit être intriguant. Intriguant, bon voilà, la petite fille est cachée, on voit son regard, on voit pas le reste de son visage. Et il y a quelque chose qui est étrange aussi dans cette couverture, c'est que le mot brindille est énorme et très dynamique. Et il y a un espèce de paradoxe avec le mot lui-même, qui devrait être écrit en lettres tremblotées, craquantes, très minces. Donc voilà, donc il y a ce paradoxe crée une espèce d'attente. Mais de quoi ça parle? Voilà. Et souvent, j'ai envie de ça. J'ai envie que les couvertures des livres disent « Mais de quoi ça parle ?» Ce côté intriguant, ça compte beaucoup. Et je travaille régulièrement comme ça. Alors, on peut dire quand même quelques mots sur le récit. Donc, c'est l'histoire d'une petite... Tu veux en parler ou... Oui. Allez-y. La petite fille, là, qui est quand même... vous voyez pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien pour vous ni pour nous. L'idée, c'était un microcosme. Hein. C'est-à-dire que d'écrire en petit ce qui se passe en grand. C'est-à-dire à travers une petite famille avec papa, les 3 frères et la petite sœur. Et cette petite sœur, elle se tape tout le boulot. Et c'était de raconter en tout petit ce qui se passe en grand dans le monde. Depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que c'est les hommes qui font les lois et qui se servent et qui dirigent, et c'est les femmes qui font le sale boulot. Donc ça, ce truc-là, qui est scandaleux, j'avais envie d'en parler. Et j'avais envie de faire un personnage qui retourne la situation et qui se met à pouvoir combattre avec les mêmes armes ses frères et qui joue tout au bras de fer. Et donc cette petite brindille qui est toute fluette, à qui on fait faire tout le sale boulot quand elle perd les matchs au bras de fer, eh ben elle va se mettre à faire de la boxe pour contrer ses frères. Mais je ne vous raconte pas l'histoire. Non, ça serait trop facile. Alors quand même, je vais attirer votre attention sur voilà, je ne sais pas si on peut dire les illustrations, qui sont à la fois des illustrations et également des traces qui aussi participent en fait au récit. C'était la volonté de voilà, faire de se ressourcer à l'origine des livres, c'est-à-dire que à revenir sur ce que les moines copistes appelaient les lettrines, c'est-à-dire les lettres qui commençaient le début d'un paragraphe. Et là, j'ai choisi de faire des grandes lettrines à l'intérieur duquel seraient les textes. Voilà, par exemple. Et qui sont des lettres images, en fait. Hein. Voilà. Donc, là, alors, ce livre, il a été traduit en 7 langues, et du coup, il a fallu adapter chacun de ces livres voilà, par exemple. Alors, on va reprendre la même. Là, par exemple, le B. Le B, hop. Le B et le P de Brindille. Non, pardon, c'est pas celui-là. Celui du début. C'est pas celui-là. Hop. Non. Voilà. Voilà. Ouais. Le B qui devient le P
donc Pavlina, brindille, c'était pas possible en anglais, ça fonctionnait pas en anglais, puisque dans la version anglaise, elle s'appelle pas brindille, qui se dit twig. Les éditeurs américains ont choisi de l'appeler feather, comme une plume, et c'est aussi le poids plume des boxeurs, les boxeurs les plus légers. Et donc, il a fallu que j'adapte, et donc Pavlina, qui est en anglais était devenu Paulina, c'est devenu à la fois un P et une plume. Donc il a fallu que je travaille sur l'adaptation de tous ces signes. Alors certains fonctionnaient dans toutes les langues et parfois ça ne fonctionnait pas. Oui, par exemple le V, le V... Alors, le V, c'est plus le A est devenu le T du t-shirt, du fameux t-shirt américain, c'est-à-dire la chemise en forme de T. Voilà. Et puis, non, ça c'est le L. Ah oui, et l'autre. Voilà, donc, brindille. Alors, oui. Au passage, tous les pays ont gardé la version originale de brindille, que ce soit à la Pologne, le Danemark, la Corée, la Chine, etc., sauf les Américains. Alors les Américains, il y a eu un truc qui n'était pas possible, c'était cette page, cette fameuse page taboue, qui est la page des seins. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la petite brindille se regarde dans la glace en disant quand je serai une femme, j'aurai des seins, il faudra que je les protège parce que pour la boxe, voilà, on se prend des coups et c'est voilà. Et donc ça, c'était absolument interdit d'en parler aux États-Unis, c'est tabou, on n'a pas le droit de le faire. Et donc il a fallu que j'adapte cette page et que je raconte une histoire qui n'avait rien à voir. Et voilà, donc cette page-là, le texte a complètement changé et la lettrine qui était un décolleté est devenue un grand box. Et puis aussi, il y a quelque chose qui était très particulier aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a un match, la petite fille gagne le match, mais dans cette version, on passe directement à la toute dernière page de fin. Dans la version française. Et aux États-Unis, ce n'était pas possible, parce que si on gagne un match, on doit il faut celebrate, on celebrate. Ça, c'est la winner, il celebrate. Et donc, il a fallu que je refasse une page supplémentaire où qui était la célébration de la victoire de Brindille. Et donc, du coup, ça m'a permis de faire une scène supplémentaire, ce qui n'était pas désagréable à faire. Autant je me suis battu sur certains détails, en particulier le premier détail qui m'a choqué, c'est qu'ils ne voulaient pas que ça soit des Russes, en disant oui mais ça va stigmatiser les Russes comme si c'était des gros lourdeaux machos, donc on ne veut pas de ça. Je dis non, c'est une histoire, ça se passe dans une famille de Russes, moi j'y peux rien. Voilà, donc c'était... Et je me suis bagarré, j'ai dit non, si ce n'est pas les Russes, moi je ne veux pas le faire. Et puis ils ont accepté que ça soit des Russes, et puis voilà. Mais par contre sur les seins, alors c'était impossible. Et même quand j'ai fait une tournée aux États-Unis avec les deux versions, la version française et américaine, quand je passais sur la version française, je n'avais même pas le droit de lire le texte en français. Alors que j'étais censé rencontrer des enfants en français puisqu'ils apprenaient le français dans leurs écoles. Mais ça, c'était interdit. Donc voilà, je passais cette page-là, ce qui est absurde. Et est-ce qu'on va peut-être faire une petite interruption avec les présentations? Est-ce que vous voulez qu'on passe aux questions? À la fin des questions? Oui. Je voudrais savoir, moi, comment se règlent, bon, c'est peut-être pas le bon mot, les échanges avec les éditeurs, justement. Enfin, là, bon, on parle de l'édition américaine, mais en France, par exemple. Est-ce que ça arrive assez régulièrement que l'éditeur dise ah non, ça va, c'est trop dur pour tel âge, voilà, les critères d'âge et tout ça. Est-ce que ces dernières années, ce qui s'est passé, ça a été assez binaire. C'est-à-dire que c'était soit oui, soit non. C'est-à-dire soit un projet était refusé d'emblée par un éditeur, non, on ne veut pas. Soit il le prenait avec enthousiasme. Mais
par exemple, dans ce livre que vous voyez défiler derrière moi, Ta peau contre la mienne, c'est un livre dur, c'est une histoire de western, une histoire de vengeance, où la petite fille, cette petite indienne à qui on a tué le cheval avec son frère cheval, à un certain moment, elle se fait un blouson avec la peau de son cheval et comme une cuirasse, comme une armure, elle va, avec ce blouson, partir à la recherche du bandit qui a tué son cheval. Cette scène-là, elle a horrifié certaines éditrices qui m'ont dit « Ah non, c'est pas possible ». Elles ont prétexté des histoires de lignes éditoriales et des trucs comme ça, mais voilà, en fait, elles ont bloqué là. Et je remercie les éditrices de Milan d'avoir dit « Waouh, c'est beau, c'est fort, on veut le faire. T'es sûr de Ta peau contre la mienne comme titre ?» Oui, je suis sûr, il n'y en a pas d'autre possible. T'es vraiment sûr? Oui, je suis sûr. Eh bon, ok, on y va. Donc voilà, elles ont été un peu... il a fallu un petit peu les secouer, mais au bout du compte, elles y sont allées. Et voilà. Alors, il paraît que je ne montre pas bien. Là, voilà, mieux, comme ça. Quoi? C'est le micro? Ah, ça fait des... Oh, pardon, excusez-moi. Alors ça, c'est la technique. Voilà. Donc souvent, c'est pour revenir à ça, après, il y a les échanges avec les éditeurs au moment où on passe du texte aux images, où il y a des ajustements, où la pagination, voilà, des détails de mise en scène. Mais en général, c'est plutôt des éléments de détail que des éléments... c'est pas l'ensemble. À partir du moment où un projet est accepté, les éditeurs vous suivent, enfin me suivent en tout cas, surtout ces dernières années, puisque Milan, par exemple, on a fait 5 bouquins ou 6 bouquins ensemble, et puis on s'apprête à en faire d'autres, donc il y a une espèce de confiance et même, je dirais, d'amitié au bout d'un moment autour de ces livres. Et pour les formats, par exemple, c'est pareil, il y a des discussions serrées ou pas? Alors, les formats, je vais revenir à celui-là. Celui-là, par exemple, il y a aussi des intentions. Je voulais un grand format à l'italienne. Et elles m'ont présenté un livre qui était grand comme ça, qui était magnifique, un format splendide. Et puis, après, elles me disent, par contre, il faudra que tu nous remettes les fichiers un petit peu avant, 1 mois et demi ou 2 mois avant, parce qu'on va le faire en Chine. Et pourquoi est-ce qu'on va le faire en Chine? Parce qu'il n'y a qu'en Chine qu'on trouve les machines assez grandes, avec les formats de papier, pour pouvoir faire ce livre dans ce grand format à l'italienne. Et là, j'ai dit non. J'ai dit non, on ne va pas faire en Chine. Je préfère faire plus petit et en Europe. Il y a aussi... il faut aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai travail sur le gâchis de papier, sur la surproduction, et il faut vraiment que tout le monde, avec les éditeurs, on réfléchisse à d'autres solutions. Voilà. Et là, je suis très content parce que je vais participer, je vais faire un album avec une petite maison d'édition écolo, circuit court, petit tirage, et qui sont des jeunes gens volontaires. Et je suis ravi à la pensée de cette aventure, de les accompagner dans cette aventure de lancer une maison d'édition qui travaille autrement et qui essaie de lutter contre le gâchis, parce qu'il y a énormément de gâchis. Oui. Et le numérique dans tout ça, est-ce que les albums en numérique, ça peut être un projet pour vous? Ou est-ce que vous, par rapport au plaisir de la lecture, du récit, enfin, est-ce que vous, enfin, je sais pas, comment vous voyez ça parce que pour l'instant, littérature de jeunesse, il n'y en a pas. En fait, je pense que le problème, c'est que si on se replace du côté des enfants et des jeunes, le numérique envahit tout, envahit toute leur vie. Il faut sortir les enfants de leur chambre, leur demander 5 fois de rendre la tablette ou de fermer le téléphone. Il y a un vrai problème avec ça. Donc si on réalimente encore nos histoires dans le numérique, je ne vois pas l'intérêt. Donc j'essaie de faire en sorte que le livre, l'objet livre continue. Comme je ne suis pas seul quand je dis je sais, on est très nombreux à essayer de faire en sorte que les enfants aient encore un livre entre les mains.
Et voilà, et on n'a pas besoin de le brancher, on n'a pas besoin de le télécharger, on n'a pas besoin de le stocker. Il est là, il s'abîme. Il y a aussi la matière, c'est-à-dire qu'il y a un poids. Il y a un poids, il y a la beauté du papier. Le papier, on ne peut pas simplement arracher des arbres le papier, c'est une matière très noble qu'il ne faut pas gâcher. Il faut le comprendre, ça. Et je pense que les livres nous aident à comprendre que c'est le support, c'est un support matériel de l'intelligence, alors que le numérique nous ressemble tellement à quelque chose de jetable, voilà, et d'immédiat, et voilà. Le livre, voilà, si on a envie de... Et le rapport des enfants, des petits-enfants au livre est extraordinaire. Ils vont directement vers leur livre préféré, ils vont à leur page préférée, et ils peuvent rester un quart d'heure à regarder un petit détail qui leur plaît. Donc ça, c'est vraiment... il faut que ça continue, quoi. Oui, oui. Alors pour vous rassurer, à la BU Éducation, les albums, de toute façon on n'a pas de numérique en album pour ça, sont empruntés par les enseignants, mais c'est inimaginable, quoi. Vraiment, alors ça aussi, c'est une grande découverte moi, j'ai fait d'autres métiers avant d'être auteur, illustrateur, et les premières fois où j'étais invité dans les classes, ça a été extraordinaire. Je ne pensais pas que ça serait ça mon métier. Je n'imaginais pas ça. Aujourd'hui, je ne peux pas imaginer mon métier sans rencontrer les classes. C'est pas possible. Et j'en rencontre énormément. Et parfois, il m'arrive d'avoir une espèce de botte secrète quand je me bats contre un éditeur, c'est de m'apercevoir, de dire, mais tu sais combien j'ai rencontré d'enfants l'année dernière bah non, j'ai rencontré à peu près 3000 enfants. Et donc, les éditrices, généralement, ne rencontrent pas 3000 enfants dans une année. C'est pas vrai. Nous, auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices, on est amené, si on a envie, si on n'a pas envie, si on n'aime pas ça, on ne le fait pas. Mais si... la plupart en littérature jeunesse, on est très invité dans les classes et on fait ça, on le fait avec un grand plaisir, grand bonheur, et ça nous alimente. Ces derniers temps où, avec les confinements, il y a beaucoup de rencontres qui ont été annulées, c'était extrêmement frustrant. Et donc, je suis content à nouveau d'y revenir. Oui, sûrement. Mais oui, c'est ce qui les fait vivre, nos enfants. Alors j'avais une autre question. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément de vos techniques d'illustration? Parce que je crois que vous peignez beaucoup, pas simplement pour des albums, mais vous êtes peintre. Oui, j'ai récemment... Voilà, je n'ai pas fait d'école d'illustration. J'ai fait l'école Estienne, qui était une école de graphisme. Donc, quand j'ai démarré l'illustration, il a fallu que je m'improvise illustrateur. Donc, je ne suis pas un grand technicien. Je ne peux pas dire que je sois un très grand technicien. Après, il y a des albums où il y a plus d'intervention de l'ordinateur et des albums où il y a plus d'intervention de la main. Dans Ta peau contre la mienne, par exemple, ou que vous voyez défiler derrière moi, tous les dessins, vous le voyez, sont en noir et blanc. Alors c'est un mélange de pinceau encre de Chine, pastel sec, crayon gras, mine de plomb, voilà. Mais tout ça en noir et blanc. Après c'est scanné et donc numérisé et passé en couleur avec une tablette graphique. Disons qu'il y a 80% de dessins sur papier et 20% sur l'ordi. Alors qu'avant, les techniques d'avant, c'était plutôt 20% de dessin et 80% d'ordi. Voilà, donc plus ça va, plus je m'éloigne de l'outil informatique. Mais je donne des fichiers numériques aux éditeurs. De toute façon, cette étape de numérisation, elle sera faite, avec ou sans moi. Même si j'amène des aquarelles complètement gondolées, ils vont les numériser. Et il faudra faire des allers-retours. Donc, en fait, sous cette partie-là, c'est moi qui le fais. D'accord. Est-ce qu'on pourrait parler de Gros Chagrin?
Oui, pourquoi C'est pas. pas... Moi, j'aime beaucoup ce livre parce que c'est pas un des plus connus, il me semble. Enfin, peut-être que maintenant... En termes non, mais par rapport en termes de vente, enfin, oui, si, parce que c'est un album qui a été réimprimé plusieurs fois, donc il a eu un certain nombre de lecteurs quand même. Oui. Oui. Et il est en format souple aussi. Oui, il est en format voilà, souple. voilà. Enfin, c'est vrai que nous, enfin, il n'est pas très connu, enfin, par rapport à des brindilles. Et voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Et je trouve qu'il a vraiment, enfin, vous allez en parler, hein, un sujet qui est, peu abordé. Celui-là, en fait. c'est on pourrait dire que c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que ce personnage du début, qui est cette petite fille, sur son pot, c'est ma fille Noémie, quand elle était toute petite, qui est une petite jeune femme maintenant, mais petite fille à l'époque très joyeuse, et qui un jour a éclaté en sanglots en me disant « je veux plus être noire ». Voilà. Donc le point de départ, c'était ça, et j'ai choisi de m'intégrer à l'histoire, c'est-à-dire que ce personnage-là, c'est moi, ça c'est ma fille, bien sûr évidemment caricaturée. Mais non, non. Et puis, qu'est-ce que répond un papa quand une petite fille éclate en sanglots en lui disant « je veux plus être noire, je vais être blanc, comme toi ». Et voilà, donc c'est le papa raconte une histoire et une espèce de métaphore qui va permettre à la petite fille d'éponger son chagrin. Et donc on rentre dans l'histoire où cette petite fille devient une petite chatte noire, même son doudou qui était un petit chat noir devient la petite fille, etc. Je vous raconte pas l'histoire. Voilà, c'est vrai que c'est un album important parce que c'est un album de famille. On pourrait dire un album de famille. Bon. Et j'ai fait cadeau de cet album à ma fille Noémie quand elle, je sais pas, elle devait avoir peut-être 18 ans, 19 ans quand je lui ai offert ce livre. Voilà. Mais elle est dedans, c'est elle. Mais c'est vrai que la représentation dans les albums des personnes noires, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça, c'est vrai. Enfin, et là, dans mon cas, il n'y a vraiment que Adjoa. Ouais. En dehors de ce livre-là, il n'y a que Adjoa. Donc... Mais c'est vrai, c'est dans un contexte africain. C'est dans un contexte où tous les gens sont noirs. Oui. Alors que et normalement, mon prochain livre, la petite fille va être métisse. Et je ne vais pas donner plus d'explications que ça, mais voilà, cette petite fille va être métisse. Et, bon, nous allons l'attendre avec impatience. Et est-ce que on pourrait parler de celui-ci? Oui, on peut. On peut, hein, c'est chouette, on peut. Allons-y. Alors malheureusement, vous n'allez pas voir. Alors je vous donne le... On va pas voir le titre là parce que c'est tellement transparent, c'est tellement léger que... Voilà. Donc ce livre s'appelle Invisible mais vrai. Il est assez vieux. C'est un de mes livres les plus anciens. Mais il est... voilà. Moi je trouve que c'est un... Justement, c'est un sujet dont on parle très peu. Donc je vous laisse le commenter d'abord. Donc si je lis le dos... Invisible mais vrai, une histoire d'amitié entre un petit garçon qui rêve d'être invisible et un aveugle pour qui il l'est vraiment. Donc, alors déjà, d'où vous est venue cette idée? Ça part d'une douleur profonde. C'est-à-dire quand je pense que certaines personnes ne connaissent pas les couleurs et sont des aveugles de naissance, c'est-à-dire ils n'ont jamais rien vu, j'en suis malade. Parce que je suis tellement gourmand d'images, je me sens tellement un regardeur, quoi. La vue, pour moi, si on me privait de la vue, ce serait un vrai pur drame. Donc, et pendant des années, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de raconter l'histoire d'un petit garçon qui apprend un aveugle de naissance, qui essaye de lui enseigner les couleurs. Et puis, en essayant de trouver cette histoire, je m'apercevais que ce n'était pas une histoire encore. Il manquait quelque chose. C'était juste deux personnages. Donc cet adulte qui est accordeur de piano, ce petit garçon qui est un petit garçon un peu lambda et qui apprend le piano mais sans être vraiment doué. Et c'est la rencontre entre ces deux personnages et la découverte de ce petit garçon avec l'univers
de cet aveugle de naissance. Mais il me manquait un personnage. Pour vraiment que ça fonctionne, un matin, je me suis réveillé très souvent, les idées, les clés arrivent entre le moment où on est encore endormi et les moments où on se réveille. Et tout d'un coup, je me suis dit, ça y est, je sais comment je vais la raconter, l'histoire. Le troisième personnage, celui qui me manquait, c'est l'homme invisible. Le petit garçon rêve d'être l'homme invisible. Et du coup, il y a Monsieur Fraissinet, l'accordeur de piano aveugle. Il y a Émile, le héros, qui parle à la première personne. Et puis, il y a le héros auquel il rêve, et c'est l'homme invisible. Et voilà. Et tout se met en place. Et une des premières questions du petit garçon à Monsieur Fraissinet, mais alors, si j'étais invisible, mais pour moi, tu es invisible. Et là, tout à coup, le monde s'écroule pour le gamin. Comment je suis invisible? Je ne suis pas invisible. Et là, il décide d'apprendre les couleurs à Monsieur Fraissinet. Et Monsieur Fraissinet, à chaque fois qu'il apprend une couleur, il dit, mais je la connais. Et il lui joue au piano. Voilà, donc c'est un jeu autour de ça. Et alors, j'ai eu le malheur d'écrire à la fin de l'album, j'ai eu le malheur d'écrire, j'ai alors compris qu'une nouvelle histoire allait commencer. Alors, tous les enfants se sont engouffrés là-dedans, m'ont dit, c'est quoi la suite? Alors, quand est-ce qu'elle sort la suite? Bon, voilà, les enfants veulent la suite. Des années après, ils l'attendent encore, voilà, les pauvres. Ah, voilà. C'est pas sympa. Ouais. Non, mais j'ai pas trouvé la suite. Alors, dans votre œuvre jeunesse, hein, il y a beaucoup de choses quand même, enfin, il y en a plusieurs qui ont un lien avec la musique. Et puis, dans vos albums, par exemple celui-ci, ouais, je ne sais pas si vous... Dans Tohu oui, c'est vrai que comme j'ai fait pas mal d'albums où la musique était présente, à travers les instruments, comme par exemple dans Invisible mais vrai, il y a le piano. Dans la harpe, il y a évidemment la harpe. Et puis, bon, il y a toujours, souvent... Et à un moment, j'ai donc été invité à rencontrer des enfants musiciens. Et ces enfants avaient la fierté de sortir leur instrument de musique, le violon, se mettre au piano, jouer de la clarinette. Et puis, à un certain moment, on s'est mis à faire des jeux de mots. Dans une classe, on s'est mis à faire des jeux de mots avec les instruments de musique. Donc voilà, donc tout à coup est arrivé un instrument avant, un instrument arrière, une flûte à bec, une flûte traversière, un luth, des lutteurs, etc., etc. Je me suis beaucoup amusé à jouer avec les mots. Alors c'est sûr que pour certains éditeurs qui n'ont qu'une idée en tête, c'est gagner plein d'argent, ce livre n'est pas intéressant parce qu'il n'est pas traduisible dans d'autres langues. Donc il ne restera que en France. Voilà, donc c'est le seul de mes albums, enfin pas le seul, il y en a d'autres, mais un des seuls albums qui ne peut pas être traduit. Bon, ben voilà. Et la typographie bleue, enfin sur les, de toutes les couleurs d'ailleurs, hein, mais là c'est vraiment très apparent. C'était volontaire évidemment, mais comment dire, qu'est-ce que ça induit sur sur le récit? Est-ce que c'est juste un jeu de... c'est des questions énervantes? C'est pas des questions... Non, c'est pas des questions énervantes, c'est... Parce que en fait, c'est vrai que ça fait des très jolis... La typographie, c'est quelque chose de très particulier parce qu'il y a la raison et l'instinct qui travaillent. Quand on cherche des typos, on raisonne. Par exemple, si on a un récit qui se situe dans les années 20, instinctivement, on aura envie de mettre une typo en couverture qui sera un peu art déco. Là, sur Invisible mais vrai, j'ai voulu que la typo soit quasiment illisible de loin. C'est efficace puisqu'on la lit à peine. Elle est elle est en filigrane. Voilà. Et puis, à un certain moment, on essaye des typos dans un certain sens, et puis il y en a une qui devient une évidence. On ne peut pas voir autre chose que cette typo-là. Et en général, c'est à ce moment-là qu'il faut s'arrêter, c'est bon. Après, on ne peut pas tout expliquer. Je ne peux pas expliquer pourquoi dans certaines pages, la typo est d'une certaine couleur.
Mais c'est vrai que, par exemple, dans la page du rock, le fond noir était évident. J'ai inversé, les silhouettes sont blanches sur fond noir, alors qu'elles sont partout noires sur fond blanche. En général, quand même, les typos dans cet album, là par exemple, elles montent elles montent et elles descendent, elles sont appuyées. Ça, c'était une évidence. Celle-là, elle est à la verticale par rapport aux échasses du corbeau. Donc là, un beau corps de chasse, un corbeau à échasse. Après, celle-là, elle s'envole au moment. Un violent poivre, un violoncelle, paf, il éternue, la typo s'envole. Mais ça aussi, c'est probablement pas mes années d'Estienne. Je suis au départ plutôt un typographe, un graphiste. Donc c'est vrai que je me régale de typographie. Si je prends cet album qui s'appelle La Harpe, c'est vrai que les typos sont inspirés par les notes de musique. C'est des choses que j'aime beaucoup. Là, par exemple, dans Brindilles, qui a été mon album le plus traduit, j'ai fait toutes les typos qui ont été adaptées et faites à la main. Même les versions coréennes et chinoises, j'ai demandé d'avoir les caractères, mais je l'ai écrit à la main et toujours de la même manière, parce que ça participe de l'album. C'est un vrai travail d'artisan. Et même, regardez, ça, peu de gens l'ont vu, mais parce que ça, c'est la toute première édition. J'ai même fait un travail typographique avec la jaquette de Brindilles, qui est un poster de boxe. Voilà. Donc il n'y a rien qui est laissé au hasard. J'essaie de faire en sorte qu'on pousse l'artisanat à son maximum. Ouais. Si on peut le faire, c'est bien. Alors, ici nous parlions de Léontine. Donc Léontine, je te laisse, pardon, voilà, j'avais présenté, vas-y. Qu'est-ce que je dois dire de Léontine? Si je peux revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que avant même que Jacques Binstock m'ait dit c'est bien, c'est intriguant, c'est vrai que j'avais déjà fait cette couverture avant de travailler avec Jacques Binstock, et cette couverture avait déjà ce côté intriguant. Donc c'est quelque chose que je ressentais sans avoir réussi à mettre un mot dessus. Il a fallu que Jacques Binstock me dise ce mot intriguant pour que je qualifie la recherche que j'avais des couvertures. Et puis là, il y a un jeu aussi qui était amusant, c'est de faire recto verso. Et voilà. Donc, alors, ce livre-là, c'est le premier livre sur cette série de filles donc Brindilles, Passion et Patience, qui est ici, Ta peau contre la mienne. C'est toute une série de bouquins, mais vraiment le premier où le personnage féminin avait une grosse importance, c'est celui-là. Et je me souviens très très bien du point de départ de cet album. J'étais dans le métro à Paris en face de moi, il y avait une jeune fille avec des longs cheveux et on ne voyait pas son visage. Et le métro était secoué. De temps en temps, à travers le rideau de ses cheveux, on apercevait son visage. Elle avait un très joli visage, très fin. Et je me suis posé la question, mais pourquoi une aussi jolie jeune fille se cache? Et je me suis dit, tiens, ça c'est un truc probablement de l'enfance, de l'adolescence, et ça parle de la timidité, de l'image de soi-même. Et j'ai commencé à construire cette histoire autour d'une petite fille qui se cache dans ses cheveux. Mais là, son histoire est assez profonde puisque son père est mort quand elle était toute petite, et sa mère lui a toujours dit « Tu as les cheveux de ton père », donc elle les a jamais coupés. Mais ses cheveux font comme une carapace qui la protège du monde extérieur, jusqu'au jour où ses cheveux se mettent un peu par magie
à bouger et à la faire sortir de sa timidité. Donc voilà, je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais... Tu peux montrer peut-être quand elle... les cheveux s'envolent. Ou... Ah oui, là, après, on la voit se couper les cheveux, mais je ne veux pas tout, ah, tout oui, raconter. Non, c'est vrai, oui, après, ça va pas. Et puis, il y avait... Non, il y avait quelque chose d'important aussi, c'est que je voulais mettre en scène un personnage avec un prénom pas facile. C'est-à-dire que les prénoms, c'est un truc particulier. Léontine, est-ce que c'est un joli prénom? Pas sûr. Mais au début du livre, on se dit que ce n'est pas forcément un très joli prénom. Et à la fin du livre, je dois pouvoir amener le lecteur à se dire finalement, il est chouette ce prénom. Donc il fallait que j'arrive tout doucement à faire en sorte que pour le lecteur, le prénom apparaisse un beau prénom alors qu'il ne l'était pas au début. Donc c'est quelque chose de particulier. Et le rapport au prénom qu'on me pose souvent dans les classes est très amusant. En fait, je fais un jeu souvent avec les prénoms en disant un prénom, c'est comme un blouson. Alors, je prends un blouson et je dis, veux-tu venir? Comment tu t'appelles? Clément. Bon, Clément, tu portes le blouson. Est-ce que ça lui va? Machin. OK. Voilà, ça, c'est le blouson de Clément. OK. Et puis après ça, il y a Léa qui vient, qui porte le même blouson. Et puis après ça, je fais défiler 4-5 gamins et ils portent à tour de rôle le même blouson. Vous voyez, ils ont tous porté le même blouson, mais ils le portent tous différemment. Un prénom, c'est un peu pareil. Si ça se trouve, vous allez dans votre vie avoir une copine qui s'appelle Léa, et puis une autre copine ailleurs, dans un autre coin qui s'appelle aussi Léa, mais vous n'aurez jamais associé le fait qu'elles aient le même prénom. Oui. Et parce qu'elles habitent leur prénom de manière différente. Voilà. Donc c'était aussi un travail sur les prénoms. Ah, je pense que ça va être la fin. Est-ce que tu veux parler rapidement ou pas? Non. Non, c'est terminé. D'accord. On passe aux questions? Oui, on peut passer aux questions s'il y en a. Tu peux t'asseoir. Donc on va passer aux questions de notre public. Et d'ailleurs, si certains d'entre vous ont envie encore de poser des questions, n'hésitez pas à travers le chat. Alors, première question. Vos albums ciblent-ils un public spécifique avec une tranche d'âge définie, comme des enfants de 6 à 9 ans, ou plutôt des ados, collégiens ou lycéens? Alors, avec l'expérience, quand j'écris des histoires, elles m'apparaissent assez vite appartenir un peu à une tranche d'âge. C'est vrai que je fais des histoires de la grande section de maternelle jusqu'à la 6e. Voilà, ça fait un spectre assez large parce que on sait que dans la croissance d'un enfant, on passe l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, les codes qu'on apprend au fur et à mesure aussi, vous fait qu'on arrive tout doucement vers la préadolescence. Et donc c'est très différent, on ne parle pas des mêmes choses aux enfants de grande section de maternelle et aux enfants de 6e. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont fatalement évidentes. Ce western qui s'appelle Ta peau contre la mienne, j'avais l'impression en le faisant que c'était plutôt pour les grands, les CM1, CM2, 6e. Et puis finalement, je me suis rendu compte que il y a plein d'enfants au CP qui adoraient cette histoire. Alors, peut-être qu'on leur a lu cette histoire, mais ils l'aiment, parce qu'ils aiment les chevaux, parce qu'ils rêvent d'en faire, parce que cette petite aventurière leur plaît. On peut pas tout, on peut difficilement tout cerner. Et puis aussi, il y a une chose qui est importante, c'est que les livres jeunesse sont lus par plein d'adultes. Et donc ça, c'est quand même un truc incroyable. C'est qu'on s'aperçoit que il y a plein d'adultes qui les achètent pour eux, pour d'autres gens, pour d'autres adultes. Et ça, c'est aussi... Et puis, de toute façon, on sait très bien qu'un album jeunesse, il sera lu par des parents, des grands-parents, la maîtresse, le maître, les bibliothécaires, évidemment. Et je dois tirer un petit coup de chapeau aux bibliothécaires et aux médiathécaires, parce que très honnêtement,
c'est quand même des lecteurs et des lectrices qui sont incroyables. Et souvent, ils vont vous repêcher un album que tout le monde a oublié en disant « Ah ouais, mais moi je l'aimais vraiment beaucoup celui-là ». Alors qu'on a l'impression que plus personne n'ouvre ce livre, qu'il est définitivement oublié. Et je pense que nos réseaux de bibliothèques et de médiathèques sont nos mémoires. Et franchement, c'est des forêts qu'il ne faut surtout pas abattre. Voilà. On est bien d'accord. Question suivante. Comment parvenez-vous à faire passer des messages, par exemple sur le racisme ou le féminisme, à un jeune public? Avez-vous un mot à dire sur la manière de faire passer des messages, plus particulièrement donc à des enfants, sur les mots, le vocabulaire utilisé, la façon de tourner l'histoire? L'important, c'est de ne pas être moralisateur. Je ne veux pas faire des livres qui soient moralisateurs. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'amuse pas, ça ne me plaît pas. Dans ce livre qui s'appelle L'Oiseau-Chat, il est vert. Regardez. Voilà. Impossible. Dans ce livre qui s'appelle L'Oiseau-Chat, c'est une histoire avec des animaux, il n'y en a pas beaucoup, où j'ai inventé une langue qui est une langue qui n'est jamais traduite, qui s'appelle l'oiseau-chat, et qui est un espèce de vernaculaire un peu bizarre. Et il y a une morale à la fin de l'histoire, une morale qui n'est pas traduite. Jamais dans aucun de mes livres, j'aurai un livre qui se termine par une morale, comme à la fin d'une fable de La Fontaine, par exemple. Même si j'adore et je respecte évidemment La Fontaine, mais aujourd'hui, je n'aurais pas envie d'écrire ça. Mais par contre, de faire une morale jamais traduite, ça m'amuse beaucoup plus. Parce que c'est un truc de conteur pour vous dire, vous savez, on pense ce qu'on veut et moi, je vous raconte ce que je veux. Voilà, donc c'est... Non, par contre, pour cette histoire des messages, des choses à dire... je suis d'abord un raconteur d'histoire, c'est-à-dire plutôt un poseur de questions qu'un donneur de réponses. Voilà. Je pense que le rôle d'un raconteur d'histoire, d'un conteur, d'un auteur jeunesse, c'est de poser des questions. Et puis d'ouvrir des petites bulles de pensée dans la tête des enfants ou dans la tête des lecteurs. Mais pas forcément d'arriver d'une manière péremptoire en disant « je vais vous donner une leçon, je vais vous dire comment il faut faire, ce qu'il faut penser ». On n'obligera jamais un lecteur à penser de force quelque chose. C'est impensable. Moi, je ne peux pas... Si on me demandait de le faire, j'arrêterais tout de suite ce métier. Je ferais autre chose. Un truc, je ferais du pain, je serais boulanger. Voilà. C'est un beau métier, boulanger. Ah ben. Alors, j'aurais pu. Merci. Question suivante. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir auteur-illustrateur? Quelle démarche avez-vous effectuée? Je suis arrivé, c'est vraiment un hasard. J'ai pas fait d'école spécifique, j'ai fait l'école Estienne, mais en tant que graphiste. J'ai fait de la publicité pendant des années, parce que au moment où je suis sorti de l'école Estienne, il y avait du boulot, plein de boulot là. Voilà. J'ai pas tellement aimé ce métier, mais je l'ai traîné pendant des années. J'ai fait des dessins, des carnets de voyage et tout ça en parallèle. Et c'est ces carnets, ces dessins qui m'ont fait rencontrer un auteur qui s'appelle Thierry Dedieu. Et c'est grâce et avec Thierry Dedieu que j'ai fait mes 2 premiers albums. Et après, j'ai compris que c'était ça que je voulais faire. Et puis, très tôt, j'ai compris que c'était mots et images, les deux. J'aimais énormément écrire, tout autant dessiner qu'écrire et réciproquement. Merci. Comment en êtes-vous venu à travailler pour des ONG? Ah, aussi, c'est des histoires de rencontres. Je fais des voyages, je fais des dessins de voyage, j'ai un copain qui les voit, qui le montre à un autre copain, et puis un jour, le rédacteur en chef de Géo me dit « Est-ce que tu veux partir au pays Dogon, dessiner les Dogons du Mali ?» On t'envoie comme un photographe, mais avec tes pinceaux, tes encres et ton papier. Et ça a été le début. Et voyant ça, quelqu'un de Médecins du Monde m'a envoyé au Kenya, dans les bidonvilles de Nairobi, sur une mission terrible, sida, tuberculose, vraiment. Et là j'ai vraiment vu l'enfer sur la terre. C'était un truc extrêmement dur.
où j'ai mis quand même des semaines et même peut-être des mois à m'en remettre. Et au fond de moi, j'ai un vrai chagrin quand je pense à cette période. Mais finalement, quand on m'a demandé de partir en Haïti, je suis allé en Haïti. Quand on m'a dit « Est-ce que tu veux aller en Éthiopie ?» Évidemment, je suis allé en Éthiopie. Donc voilà, si on me demandait de repartir dans un endroit terrible, ben, j'irais. J'irais. Parce que je ne veux pas être coupé de ce monde-là. Parce que j'estime que je ne peux pas être un auteur de fiction complètement déconnecté de la réalité. Ce n'est pas possible. Je pense que je ferais du mauvais travail. Donc à la fois j'ai besoin de rencontrer les enfants, des vrais enfants, mais pas forcément que nos enfants à nous. Aussi, c'est là le voyage que j'ai fait à Mayotte pour rencontrer des classes là-bas, c'est une autre France que la nôtre. C'est la France, mais c'est quand même des gens tellement pauvres qui vivent dans un tel dénuement que, et un climat d'insécurité assez fort et des enfants qui ont juste une gamine qui arrive à l'école, elle a juste une robe et une paire de tongs. Elle n'en a pas 36 à la maison, quoi. Voilà, donc et puis elle mange un peu toujours la même chose. Et souvent, elle n'a pas de papa non plus à la maison. Voilà, donc ça, c'est des choses qui marquent. Et puis, on a envie de faire des livres pour ces enfants-là aussi, surtout. Voilà. Merci. À propos de ces voyages que vous avez faits, on voit qu'ils vous ont influencé peut-être dans votre parcours, dans le choix de vos thématiques. Mais est-ce que ces rencontres, ces cultures que vous avez rencontrées ont aussi influencé votre technique d'illustrateur? Attendez, j'essaie de réfléchir. C'est pas forcément une question si facile. C'est difficile de répondre à cette question. Il y a deux sortes de dessins. Il y a le dessin et l'illustration. Il y a des très bons dessinateurs qui ne sont pas de bons illustrateurs. Il y a des très bons illustrateurs qui ne sont pas des très bons dessinateurs. C'est deux choses différentes. Dessiner, par exemple, sur le vif est une discipline assez difficile. Il faut être rapide, il faut attraper l'instant, il faut attraper la bonne posture, la bonne mimique, la bonne lumière en quelques traits. Et souvent, dans des conditions difficiles, avec du vent, avec un petit format, avec un carton à dessin posé sur les genoux, alors qu'il y a du sable. Et puis, il y a l'illustrateur qui prend son temps, qui peut prendre de la doc, qui va chercher, qui va aller faire des choses très ornées, avec des fleurs, des oiseaux, des arbres, des femmes avec des robes magnifiques, des armures inspirées du Moyen-Âge, etc. Et ça, c'est vraiment un autre métier. Donc, c'est vrai que mes dessins de voyage et mes dessins d'albums sont assez différents. En revanche, pour revenir à ça, je fais beaucoup de portraits, je fais beaucoup de dessins sur le vif, surtout de personnages. Et quand on a dessiné un enfant, si on dessine un enfant, 2 enfants, 3 enfants, des personnages, une foule, tout à coup, quand on va dessiner un personnage issu de notre tête, c'est un personnage de fiction, eh ben, la manière dont il va poser ses mains, mettre son pied sous ses fesses et s'asseoir en biais comme ça, c'est là où la vie va arriver. Et ça, quand on est capable de le faire inconsciemment, quand on s'est beaucoup entraîné à dessiner la vie, quoi. Donc ça, c'est très important et je trouve que les illustrateurs que je trouve les plus formidables, c'est souvent ceux qui passent d'un carnet sur le vif à un dessin en studio, enfin chez eux, dans leur petit monde. C'est souvent ça, c'est souvent là où ils sont les meilleurs. Question suivante. Quel sera votre prochain projet? Alors, je peux vous parler de 3 projets. Il y a un projet qui s'appelle La Belle Janine,
ou La Belle Jeannette, je ne sais pas encore très bien, qui est un petit roman pour le Seuil, donc un roman qui va être illustré. Malheureusement, je n'ai pas eu le droit de l'illustrer. Les éditrices m'ont dit non, non, dans notre collection, c'est un auteur, un illustrateur, une autrice, une illustratrice, mais pas, ça peut pas être, on ne peut pas faire les deux. Donc voilà, donc stop, j'ai fini mon texte, j'ai donné mon texte, j'ai qu'une hâte, c'est de me mettre à faire les dessins. Eh ben non, ça ne sera pas moi cette fois. Mais c'est très bien, ça va être une rencontre avec une super illustratrice qui s'appelle Rosenbrecker et qui doit être en train de suer à grosses gouttes sur son papier pour savoir comment elle va illustrer tout ça. Donc voilà. Donc ça je ne sais pas très bien quand est-ce que ça sort. Je ne sais pas si ça sort juste avant l'été ou juste après, j'en sais rien. Mais c'est une belle aventure parce que j'ai pas l'habitude d'écrire long. J'écris court. Les albums, c'est des petites unités littéraires assez ramassées. Et puis, dans un album, on ne doit pas décrire dans le texte d'un album puisque les images font ce travail. Alors que quand on est dans le roman, là, il faut dire à quoi ressemble le désert que traverse l'héroïne, comment est la robe de son cheval, est-ce que c'est un jour de soleil ou est-ce qu'il y a des nuages très foncés et qui annoncent de l'orage. Ça, il faut le dire avec des mots. Donc voilà, c'est un autre travail. Et puis, en dehors de ça, je suis en train de préparer un album sur des jardins familiaux, des jardins partagés, qui va s'appeler Mon herbier des gens, pas Mon gerbier des gens, mais Mon herbier des gens. Et voilà, chez un petit éditeur qui s'appelle La Cabane Bleue, qui est un petit éditeur écolo, donc je suis assez content de travailler avec ces gens-là. Et puis un troisième projet de documentaire très particulier avec le Seuil, mais qui pour l'instant est un peu top secret. Voilà. Merci. Question suivante. Comment validez-vous la version finale de votre œuvre? Demandez-vous l'avis de vos proches, d'enfants, d'enseignants, d'orthophonistes, de bibliothécaires, par exemple? Alors souvent, quand je raconte ma histoire à la maison, tout le monde s'en fout. Voilà. Donc, parce que personne, ma femme, elle n'a pas le temps, mes fils, l'histoire de papa ras-le-bol. Donc voilà, donc j'essaye, je fais des tentatives de raconter des histoires, ils en ont, bon, et puis très vite, ça les barbe, et voilà, je comprends que, voilà. Après, j'ai les enfants dans les classes, ça compte énormément, je raconte énormément de projets en germe. J'aime beaucoup raconter une histoire en disant, voilà, en venant ici, j'ai pris un train pendant 4 heures et j'ai commencé un début d'histoire. Je vais vous raconter, mais je ne sais pas très bien où ça va. Est-ce que c'est vraiment intéressant et tout ça. Et là, en racontant une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, bah, l'histoire mûrit. Et à un moment, l'histoire est mûre. Et je sens qu'il faut vraiment que je l'écrive jusqu'au bout. Et là, c'est parti. Ça compte beaucoup. Et si je n'ai pas ces rencontres scolaires, si je n'ai pas ces moments d'échange où je vais raconter une histoire à l'oral, il y a quelque chose qui me manque. Voilà. Et puis, sinon, il y a certains copains aussi qui aiment bien que je raconte des histoires. Voilà, mon grand copain Pierrot, il aime bien ça. Alors, les premières fois, on s'est rencontrés, on a couru ensemble. Je ne suis pas un très bon coureur, mais on courait ensemble et je racontais des histoires. Et il me raconte encore ces moments où je lui racontais telle histoire qui est devenue un livre, etc. C'est vrai que c'était quelque chose d'assez marrant, mais c'est quelque chose qui nous lie. Voilà. Et quand je lui ai raconté l'histoire de ta peau contre la mienne, il m'a dit, dis donc, mais c'est pas du tout un livre pour les enfants. Et là, je me suis dit, ah tiens, c'est peut-être une bonne histoire. En tant que peintre, vous arrive-t-il de faire des expositions de vos travaux en galerie? Plus maintenant. Je l'ai fait beaucoup. Parce qu'en fait, j'ai fait de la peinture à l'époque où je faisais de la publicité et que je n'aimais pas du tout mon métier et mon exutoire pour sortir de ce métier que je n'aimais pas. Même si je ne devrais pas cracher dans la soupe, hein, mais bon. Je faisais de la peinture, beaucoup de peinture. À ce moment-là, je faisais des expos, une expo par an en France, et puis de temps en temps, je faisais des expos aux États-Unis aussi.
Voilà. Mais je ne fais plus de peinture et j'ai un stock énorme de peintures assez grandes qui restent. Je ne sais pas quoi en faire. Ces derniers temps, mes frères et sœurs m'ont dit « Mais pourquoi qu'est-ce que tu fais de tous ces toiles ?» Et je me suis dit que le meilleur truc, c'était de les brûler, de faire un très grand feu dans le jardin de ma mère, là, avec... Et puis je me suis rendu compte que c'était pas à l'acrylique et que ça allait puer horriblement et que ça allait être extrêmement polluant. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire. Voilà. Une auditrice qui trouve que vous avez un talent d'orateur qui se demande si vous envisagez d'enregistrer des lectures de vos albums. Alors, ça c'est gentil, merci beaucoup. Alors au moment du confinement, où je m'ennuyais beaucoup et j'étais un peu en manque des autres, au sens large, que ce soit les enfants dans les classes, dans les médiathèques ou mes amis, là, je me suis mis j'en ai enregistré beaucoup. Voilà, j'ai enregistré beaucoup de textes que j'ai envoyés dans la bibliothèque des Lilas, par exemple, en disant, ben voilà, comme votre bibliothèque est fermée, vous pouvez peut-être... Voilà, donc j'ai envoyé plein de textes enregistrés. Alors, par rapport à ça, derrière moi, vous avez vu revenir en boucle ce guitariste muet. Ce guitariste muet qui s'appelle Goulven Hamel est pour moi un alter ego musical. Voilà. Et avec Goulven, on fait un spectacle. Donc je raconte une histoire sur scène. Après ça, je passe à table et je la dessine. C'est projeté derrière moi et lui joue de la guitare, des morceaux qu'il a écrits spécialement pour l'histoire que je raconte. Voilà, ça s'appelle le légendaire Yaki Kako, on l'a joué une dizaine de fois. Après, il y a eu les confinements. Et puis, en principe, juste avant l'été, juste vers le mois fin avril et mai, on va avoir quelques représentations de ce spectacle. Donc ça va être bien parce qu'en effet, ça, c'était assez nouveau pour moi. J'ai commencé il y a 2 ans et puis finalement... la scène partagée avec Goulven Hamel me plaît beaucoup, quoi, voilà. Et puis je joue un autre spectacle avec un couple qui m'a invité à faire de l'improvisation sur scène, chose que je ne savais pas faire du tout. Et j'ai eu très peur, et puis finalement ça s'est bien passé. Et normalement aussi au printemps, on devra recommencer à jouer 2 fois. Voilà, donc ça fait... J'espère que cette pandémie va nous lâcher un peu et on va pouvoir enfin se remettre à jouer ça parce que je me suis senti coupé dans un élan que j'aimais beaucoup. Merci beaucoup. Donc l'intervention finit dans 10 minutes. Donc si certaines participantes ont des questions, c'est le moment. Finalement. On a parlé tout à l'heure des traductions de vos albums dans d'autres pays. Est-ce que vous avez un mot, vous voulez ajouter quelque chose sur la réception qui est faite de vos albums à l'étranger? Est-ce que selon les différences de culture, par exemple, les réceptions peuvent être différentes, les retours sont différents de la part de vos lecteurs, que ça touche des publics différents au niveau des âges? Alors, c'est terrible à dire, mais les seuls vraiment qui soient très exigeants, regardants, tatillons et qui érigent des tabous, c'est les Américains. Les autres, très peu. C'est-à-dire que j'ai été pas mal traduit en chinois, en coréen, comme beaucoup d'auteurs. Hein, pratiquement tous les auteurs sont traduits en chinois et en coréen. Et j'ai jamais eu l'ombre d'un souci avec les Coréens. J'ai eu une question sur un album, L'Oiseau-Chat, où il y a un moment tragique qui est une tentative de suicide par le héros. Bon,
qui passe très très bien en France et qui passe pas du tout en Chine. Là, j'étais en but à un vrai tabou. On ne peut pas parler de tentative de suicide à un enfant. Voilà. La question s'est posée et puis finalement, on a ensemble réécrit cette partie du texte. Et j'ai pas cherché à imposer ce détail parce que c'est pas quelque chose de léger. Donc, et puis bien sûr Brindy qui a fait l'objet d'une vraie adaptation où franchement j'ai dû faire un bras de fer avec l'éditrice américaine. Et par exemple, ce livre qui s'appelle Ta peau contre la mienne, ce livre qui est un western avec une amérindienne, j'ai interdit aux États-Unis, étant pas moi-même amérindien, appropriation culturelle d'une chose que je n'ai pas le droit de faire. En plus, c'est devenu un tabou parce qu'ils ont un tel complexe avec tout ce qu'ils ont fait aux Indiens que un blanc européen puisse arriver comme ça sur leur territoire et parler d'une histoire vécue par une amérindienne, c'est hors de question. Voilà, je n'ai aucune légitimité à le faire. Heureusement, j'ai le droit de le faire en France. Et heureusement, les artistes ont le droit et même le devoir d'endosser des personnages qui ne le sont pas. Sinon, ça serait gravissime. Il n'y aurait plus d'art possible. Merci. Question suivante. Comment s'est fait la publication de votre histoire dans le manuel de CP Étincelle? Alors, c'est quelle histoire? C'est les cheveux de Léontine? C'est ça? C'est quelle histoire? Je ne sais pas. De quoi? En route pour la Chine. Ah, je ne sais pas. Ça s'est fait par. J'ai pas dit que je vais pas dire que ça s'est fait dans mon dos, pas du tout. J'étais au courant, mais c'est des choses qui se font entre éditeurs. Voilà. Et puis c'est des bonnes nouvelles, hein, parce que quand un album qui est pas destiné à enseigner devient un objet d'enseignement, c'est superbe. Brindy est recommandé par l'Éducation nationale. Je suis quand même très, très content parce que c'était pas le but au départ et c'est pas un manuel de lecture, c'est autre chose, c'est un objet littéraire à part entière. Donc c'est très chouette quand des enseignants, des bibliothécaires, des médiathécaires ou des gens de l'Éducation nationale puissent prendre comme ça un album et voilà, se l'approprier pour aider des futurs lecteurs, des jeunes lecteurs. Ça, c'est génial. Encore de nombreuses questions. Est-ce que vous avez un souvenir particulier d'une école dans laquelle vous êtes intervenu, quelque chose qui vous a marqué? J'en ai des caisses entières. Je pourrais faire un album complet. J'ai même pensé à un certain moment faire un spectacle autour de ça parce que c'est tellement extraordinaire. Alors, une petite anecdote qui vous fera sûrement rire. En tout cas, moi, ça me fait rire. Ça m'a beaucoup fait rire. Je vais dans le Nord. Je ne sais plus dans quel ville du Nord. Et je passe une semaine à rencontrer plein de classes. Et puis, à l'heure du déjeuner, les éditrices, les instits me disent on a rendez-vous à telle brasserie, on y mange très bien, et c'est une brasserie où ils font vraiment de la bière, il y a des bières locales. Bon, et je sors du déjeuner délicieux avec 3 bouteilles de bière dans mon sac à dos pour ramener à la maison, faire goûter à ma femme cette bière locale et tout ça. Et puis j'arrive à l'école et il y a un des gamins entend cliqueter dans mon sac à dos des bouteilles. Oh, mais qu'est-ce que c'est? T'as quoi là? T'as quoi? Ben, j'ai de la bière parce que je suis allé dans un endroit où il y a de la bonne bière. Et puis je fais mon intervention avec cette école. Et puis je retourne chez moi le vendredi soir. Et puis je devais retourner faire une deuxième semaine et quelques mois après. Et puis
Et là, j'arrive dans cette classe et je vois ce petit gamin qui arrive vers moi et qui sort de son cartable une bouteille de Cronenbourg. Il me dit « Oh monsieur, vous aimez la bière, alors je vous en ai amené une. » Alors discrètement, je lui prends sa bière qui était tiède et tout ça. Et je dis « Mais qu'est-ce que tu fais avec ça ?»« Oh, je l'ai pris ce matin dans le frigo, mais oh, mon père ne s'apercevra de rien, il en a tellement. » Voilà. Et donc, discrètement, j'ai caché la bouteille de bière. Et c'est tellement touchant et tellement charmant, quoi. Et bon, voilà, après j'ai raconté ça aux instituts qui étaient mortes de rire. Et j'ai ramené ma bouteille de bière et franchement, je l'ai remise au frigo et je l'ai goûtée. Je pense que c'est une des meilleures bières que j'ai jamais bu de toute ma vie. C'est évident, quoi. C'est évident. Donc, il y a des histoires comme ça, j'en ai des quantités, quoi. C'est des histoires hyper touchantes avec des gamins, avec voilà, c'est vraiment, c'est une chance énorme de pouvoir partir comme ça, dans les classes, arriver, débarquer, et d'être un peu connu par ses livres. Alors, de débarquer en Corée, par exemple, ça c'est un souvenir génial. Débarquer en Corée, j'avais jamais foutu les pieds en Asie. Il y avait 12 ou 13 albums qui étaient traduits en coréen. Donc les gens, j'arrive dans une université pour parler de mes bouquins et je raconte Tiens-toi droite, en disant ce livre n'est pas encore sorti, mais je vais vous raconter l'histoire. Le traducteur traduit l'histoire au fur et à mesure. Et là, je dis mais la séance est finie, si vous avez des questions, donc le traducteur traduit. Et puis je vois une main qui se lève. Et puis cette femme s'adresse au traducteur et parle au traducteur. Et le traducteur se retourne vers moi et me dit « Cette dame n'a pas de questions. Simplement, la femme dont vous avez fait le portrait dans cet album, il faut savoir que c'est sa grand-mère, sa mère et elle. » Et là, je suis tombé de haut. Je me dis « Mais je n'ai jamais foutu les pieds en Asie, je suis un Européen, je raconte une histoire d'une femme africaine et cette femme dit « c'est moi, c'est nous ». Ça, c'est quand même des choses, c'est des cadeaux énormes, quoi. Hein, voilà. Alors, il y a des anecdotes de tous les styles, des anecdotes très drôles, des anecdotes poignantes, comme un jour, cette femme, est-ce qu'on va le voir Ah oui, on arrive à le voir. Oui. Cette femme qui arrive, qui traverse tout le salon du livre pour venir me voir, je ne sais pas où j'étais, en province. Elle vient me voir et elle me dit « Je veux ce livre. » Bon, d'accord, ok. « Pourquoi vous avez fait ce livre ?» Elle me dit ça avec une voix presque autoritaire, presque dure. Je dis, je ne sais pas, parce que voilà, j'avais envie d'écrire une histoire de cheveux. Et tout ça. Oui, mais pourquoi cette histoire de petite fille avec les cheveux comme ça? Et vous dites que elle avait les cheveux de son père, alors elle les avait jamais coupés. Je dis, ben, j'en sais rien, c'est parce que quand j'ai écrit ça, j'ai trouvé ça beau. Je me suis dit que c'était beau. Du coup, je l'ai écrit comme ça. Oui, mais c'est moi. Ah bon, je suis désolé. Et elle avait les cheveux tout courts, cette femme. Et là, il y a sa copine qui arrive. Ah bah tu vois, tu l'as trouvé, monsieur Courgeon. Ah ben, elle n'arrête pas de me tanner avec ce livre. Parce qu'en fait, Léontine, elle était, il y a 2 mois, elle était vraiment comme ça. Hein. Et voilà, donc... et puis du coup, elle, rigolarde, elle me raconte que sa copine voulait absolument ce livre. Et voilà, donc... on écrit des histoires et puis finalement les gens disent bah, c'est mon histoire que vous avez racontée. Ça c'est étrange, quoi. C'est étrange. C'est des choses... voilà. Alors, merci beaucoup. On va devoir s'arrêter parce qu'il est 17h30. Est-ce que Marie-Louise, tu veux conclure? Ben, je vais remercier Rémi Courgeon quand même, parce que je trouve ça... Voilà, hein, je ne suis pas déçue. Est-ce que vous voulez qu'on termine par un bonus ou est-ce qu'on n'a pas le temps du tout? Ah oui, ce qui était prévu là. Il faut s'arrêter. On n'a pas le temps. Ok, pas de bonus. Pas de bonus, qu'est-ce que vous voulez? Et voilà, il va falloir revenir. En commençant par le bonus la prochaine fois. Bon, je suis désolé, c'est un peu frustrant de vous parler sans vous voir. C'est tellement plus sympa de se voir dans une grande salle tous ensemble. À la guerre comme à la guerre, et puis j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà.
À bientôt. Merci de votre accueil virtuel. Et merci à toutes les personnes qui ont participé.